Bien, mais nous commençons avec la grande mobilisation d'hier, mobilisation contre la réforme des retraites, 10h32. François Omril, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la CFE-CGC, vous étiez dans la rue, vous faites partie de ce front syndical uni. Gros succès de votre mobilisation hier, vous allez recommencer les 7 et 11 février. C'est cela? Oui, tout à fait. C'est un gros succès. La mobilisation d'hier a réuni encore plus de gens que le 19 janvier. Oui. C'est un résultat important, mais c'est aussi la manifestation de la majorité de l'opinion qu'on a réussi à rassembler avec nous pour faire opposition à ce projet de loi que personne n'accepte. Alors vous demandez toujours le retrait du report de l'âge légal à 64 ans. C'est la base de tout pour vous. Oui, c'est la base. C'est incontournable. Vous n'êtes prêt à aucune discussion avec le gouvernement si le gouvernement ne retire pas ce report. Bien sûr, parce que la mobilisation, la raison d'être aussi de l'intersyndicale, elle est définitivement contre cette mesure de décalage à 64 ans qui ne passe pas, qui n'est pas justifiée et qui par ailleurs a des conséquences particulièrement injustes dans les populations qu'elle cible. Tout le sujet, il est là. Et si vous me donnez 20 secondes, je vais peut-être revenir sur les raisons. Le président de la République fait de très beaux discours. Et il nous a fait un discours en avril 21 sur le Covid. Il a dit « j'ai compris », etc. Arrive une période où on parle du partage de la valeur, où on nous dit « il faut partager plus la valeur, il faut que les gens soient mieux rémunérés pour leur travail ». Et finalement, qu'est-ce qui se passe à l'automne? Eh bien, le gouvernement supprime la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Tiens, bizarre, la CVAE, il y a valeur dedans, il y a valeur ajoutée. Eh bien, on rend 8 milliards aux entreprises et dans le même temps, au même moment, on dit aux salariés, nous avons besoin d'argent, nous l'État, nous n'avons plus assez d'argent pour financer nos budgets, nous allons vous demander de travailler plus longtemps. Vous avouerez quand même qu'il y a une forme de paradoxe. Ça veut dire quoi? Tout pour l'entreprise, rien pour les salariés? Oui, c'est très exactement ce que ça veut dire. Les subventions aux entreprises ont dépassé les 200 milliards, on a plus que doublé en 10 ans. Moi je dis, on a un vrai problème. C'est efficace, le chômage baisse. Oui, alors les chiffres, les statistiques des chômeurs de catégorie A, ça baisse. Vous savez, les catégories A, c'est les chômeurs indemnisés. Comme le gouvernement a fait ce qu'il faut à travers sa loi pour qu'il y ait de moins en moins de chômeurs indemnisés, effectivement, il y a aussi de plus en plus de CDI. Alors, il y a de plus en plus de CDI. Ce qui est une bonne nouvelle. Alors, c'est une très bonne nouvelle, mais bizarrement, d'ailleurs, les choses se sont un petit peu inversées. C'est que ce sont les entreprises qui, aujourd'hui, font la pression pour avoir plus de CDI parce que ça stabilise un peu plus les salariés. Et moi, j'observe ça... C'est une bonne chose, non? C'est une très bonne chose, mais j'observe ça avec un peu d'ironie. C'est-à-dire que les entreprises qui, pendant des années, des dizaines d'années presque, ont tout fait pour précariser les contrats, s'aperçoivent que finalement, avoir des salariés un peu plus attachés à l'entreprise à travers leurs contrats, c'est peut-être une bonne chose parce que ça permet de stabiliser des compétences, d'investir dans la formation, l'évolution de carrière et que ça contribue à la compétitivité de l'entreprise. Bien, François Omril, nous allons voir la suite. Donc, nous allons voir un peu ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. Le débat commence, le texte est en commission, mais le débat commence dans l'hémicycle, commence le 6 février prochain. Il y a peut-être des aménagements que le gouvernement pourrait faire. Est-ce que ce sera suffisant ou pas pour que vous cessiez les mobilisations? Nous allons en parler. En attendant, Claudine est avec nous. Claudine est à Niort, dans les Deux-Sèvres. Bonjour Claudine. Oui, bonjour Jean-Jacques Bourdin, bonjour à votre invité. Alors, que dites-vous Claudine, de votre côté? Moi je dis que de toute façon, de mon point de vue, ils la feront passer. Ils la feront passer parce qu'ils sont obligés par rapport au GOP de l'Union européenne. C'est leur engagement. Au niveau des marchés, ils n'ont pas trop le choix. Et puis, de toute façon, si les gouvernements, celui-ci et les précédents, écoutaient la voix du peuple, ça se saurait. Parce que depuis 2005, on sait très bien que on s'en fout un peu. Voilà. Donc, on peut vous rétorquer, Claudine, que le peuple s'est exprimé à travers des élections.
Oui, alors bon, moi ça me fait rire, franchement, ça me fait marrer. Quand vous voyez le taux d'abstention, on comprend bien que la plupart des gens ne vont plus voter parce qu'ils n'ont plus confiance. Claudine, pardon de vous dire, mais ça, sur le taux d'abstention, il faut que le citoyen qui râle aujourd'hui soit responsable. Le citoyen qui râle, qui s'abstient, il n'a pas à râler. Pardonnez-moi, Claudine, mais à ce moment-là, il faut aller voter. Mais alors, attendez, moi j'ai été voté, donc de toute façon, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'aller mettre un bulletin dans une urne qui, de toute façon, ne lui convient pas. Et en plus de ça... À ce moment-là, il met un bulletin, il va voter, il met un bulletin nul ou... Je ne sais pas, moi. Non, le bulletin blanc n'est pas reconnu. Puisque vous savez très bien que le vote blanc, de toute façon, n'est pas reconnu. Donc, oui, mais c'est une façon de s'exprimer. Non, parce que pour ça, il faudrait un vote blanc révocatoire au moins. Oui. Alors à ce moment-là, moi je serais d'accord qu'on mette même un vote obligatoire. Vous voyez, les gens sont obligés d'aller voter. Par contre, le vote blanc est reconnu et à ce moment-là, effectivement, il peut être révocatoire. Donc là, franchement, aller voter pour beaucoup de gens qui ne sont pas politisés, aller voter pour quelqu'un qui de toute façon ne leur plaît pas et en plus les gens en ont marre d'aller voter contre, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, on vote pas contre, on vote pour. Claudine, vous pensez que le gouvernement ne pliera pas sous la pression? Moi, je pense qu'il a des engagements à plus haute échelle qui font que de toute façon, il va forcer. Et puis, c'est dans la nature de Macron, de toute façon, de faire ce genre de choses. Bien. De toute façon. Bon, merci François Omril. Le gouvernement ne pliera pas? Par rapport à ce que dit Claudine, moi je voudrais dire deux choses. La première, c'est que tout le monde sait qu'aujourd'hui, la Commission fait des recommandations à l'État français. Mais ce ne sont que des recommandations. Oui, je voudrais le rappeler. C'est pour ça que je le dis comme ça. Et en fait, le gouvernement, il a le choix. Le gouvernement, il a le choix. Mais bien sûr. Est-ce qu'il veut défier la Commission qui, dans ses recommandations, est dans une idéologie très néolibérale, qui assimile toutes les contributions de solidarité à de la dépense publique, etc. Donc là encore, c'est un débat dans le débat, je ne veux pas l'ouvrir ici. Oui. Mais le gouvernement, il a le choix. Soit il défie la Commission dans son idéologie, soit il défie sa population qui vient de s'exprimer de façon très majoritaire dans le mouvement social et par ailleurs dans les sondages. C'est au gouvernement de décider. Et au-delà du gouvernement, c'est mon deuxième point, c'est à l'Assemblée de le faire. Il y a un débat parlementaire. Je trouve très bien qu'il y ait ce débat, que ce débat soit ouvert. Notre démocratie, c'est quand même une belle démocratie. Moi, je trouve, les gens s'expriment, on les écoute, on les entend, on les critique. Ils ont des avis. On a quand même une vue sur les débats qui se passent à l'Assemblée. C'est très bien. Et moi, je souhaite pas du tout remettre en question la qualité, la force du mandat que les gens ont obtenu à travers leurs élections. Au contraire, moi, je suis là et c'est le travail que nous faisons aujourd'hui, un travail de pédagogie, d'influence. Nous sommes là pour expliquer à ceux qui nous représentent à l'Assemblée la responsabilité qu'ils ont dans cette affaire. Oui, mais François Omril, justement, débat à l'Assemblée. Imaginons que la loi passe à l'Assemblée. Que faites-vous ? Que faites-vous? Vous êtes mobilisé le 7 février, vous serez mobilisé le 11 février. Pendant ce temps-là, le débat sera engagé à l'Assemblée nationale. Imaginons que le débat aille au bout, que d'une manière ou d'une autre, le texte soit adopté. Que faites-vous? Ben là, je ne sais pas vous le dire, en fait, parce que c'est difficile pour moi d'envisager ce terme-là un peu comme une défaite finale. Hein. Nous sommes aujourd'hui dans une dynamique positive. Vous montrez une forte mobilisation, mais il y a un débat, comme vous le dites, à l'Assemblée nationale. La loi sera votée, si elle est votée. Vous faites quoi? Moi, je ne sais pas, parce que, si vous voulez, moi, vous mettez le pays, vous redescendez dans la rue, vous bloquez le pays, vous faites quoi? Honnêtement, je ne sais pas vous le dire, parce qu'on sera dans une autre séquence. Si la loi, au final, est votée, si elle passe, j'allais dire, toutes les barrières législatives, constitutionnelles, on aura une loi, et à ce moment-là, la problématique ne sera pas la même. On se réunira et on en discutera. Ça ne sera quand même pas tout à fait le même contexte. On est aujourd'hui dans une phase d'élaboration dans laquelle on a un rôle à jouer. Dans une phase de combat. Tout à fait, on a un rôle à jouer. Moi, je pense que, si vous voulez, la responsabilité du président de la République aujourd'hui, c'est de s'exprimer et de dire « j'ai compris, je retire mon projet ». D'autres avant lui l'ont fait. Je ne vois pas pourquoi cette raison-là ne serait pas accessible à notre président. Retirer son projet et présenter un autre projet ?
Oui, je crois que sur la question des retraites, comme je l'ai toujours dit, les sujets ne sont jamais urgents. On est quand même dans un dispositif aujourd'hui où il y a des excédents et où certains nous prévoient la faillite. Enfin, franchement, c'est grossier. Et donc, sur ces questions-là, nous, on est toujours sur le qui-vive. Et donc, c'est pas parce qu'il retirera son projet aujourd'hui qu'on ne restera pas attentif à toutes les questions d'équilibre financier dans le futur. François Omril, le gouvernement est prêt à discuter sur plusieurs points du projet de loi. Par exemple, sur les carrières longues, on a commencé à 20 ans. Aujourd'hui, dans le projet, il faut cotiser 44 ans pour pouvoir toucher une retraite pleine. Le gouvernement serait peut-être prêt à ramener à 43 ans de cotisation si on a commencé à 20 ans. L'index senior, sanctions financières au-delà de 300 salariés, pas avant, des mesures plus coercitives pourraient être adoptées par le gouvernement. Et tiens, pourquoi pas exonération de cotisation vieillesse pour les entreprises qui conserveraient leurs salariés âgés pour permettre un meilleur emploi des seniors. Ce serait une bonne idée, ça, non? Non, pas du tout. Ça, c'est une proposition de la CPME, donc une organisation patronale. Donc, c'est pas forcément une bonne idée. Moi, je pense que, vu la somme absolument colossale de deniers publics qu'on donne aux entreprises, on a quand même un moyen de pression assez suffisant. Il suffit de dire, écoutez, ce qu'on a prévu de vous donner, les exonérations qui existent aujourd'hui, on va vous les enlever, tout simplement. Ou on les conditionne et on les conditionne. Et on les conditionne. Un taux d'emploi des seniors. Par exemple, vous savez, je l'avais dit à la Première ministre, avant qu'il décide l'exonération des 8 milliards de CVAE, écoutez, vous avez une baguette magique, ne leur donnez pas sur de simples promesses 8 milliards supplémentaires. Ils en ont peut-être eu assez. Ils les ont transformés en dividendes, des dividendes comme jamais du rachat d'actions. Donc là, on a un vrai problème de cohérence de la politique du gouvernement. Alors, nous avons sur le terrain purement politique, vous l'avez remarqué comme moi, François Omril, une droite qui est un peu partagée, qui ne sait pas trop, qui attend des avancées sur les critères de pénibilité, notamment reconnaître la manutention manuelle de charge, les postures pénibles, les vibrations mécaniques. Bien, ça, ce sont des possibilités d'amélioration du texte. Et puis, vous avez une majorité qui est aussi partagée, qui ne sait pas trop qui soutient la réforme, mais en même temps qui a des doutes sur cette réforme. Vous avez une gauche, qui est une partie de la gauche, qui a fait riper le débat sur les milliardaires. Qu'est-ce que vous pensez de cela, d'ailleurs? Moi, je suis très prudent dans ce genre de débat parce qu'il est très rapidement instrumentalisé et il peut nous desservir, en fait. Donc, il dessert la lutte contre la réforme des retraites. Il peut nous desservir parce que, évidemment, on bascule dans des arguments qui, à mon avis, ne sont pas suffisamment incarnés et productifs dans notre affaire. J'y reviens. On est sur le sujet du partage de la valeur, sur des indicateurs sur lesquels le gouvernement, aujourd'hui, a des marges de manœuvre extrêmement importantes, parce qu'il suffit de regarder la courbe de la façon dont l'État intervient dans les résultats des entreprises. Et là encore, je veux le préciser, moi, je ne suis pas contre le fait que l'État aide les entreprises. Au contraire, je pense qu'un État fort, c'est aussi un État stratège qui intervient à différents niveaux de la chaîne économique pour pouvoir justement soutenir l'économie. Les États-Unis le font, l'Allemagne le fait, etc. C'est pas un problème. Le problème est de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas mettre en place des dispositifs de subvention qui vont à tout le monde sans discernement et sans conditionnalité. C'est là où je pense qu'on n'est pas bon. Et c'est là où je crois qu'il faut porter notre effort. Et c'est pour ça que j'ai pas tellement envie de basculer dans un débat pour le coup plus politique, qui à mon avis nous éloigne de l'essentiel. Donc les 7 et 11, vous appelez à une forte mobilisation, aussi forte que celle d'hier, si vous pouvez. Donc nous verrons ensuite, vous verrez ensuite, vous ne savez pas. Vous non plus, vous ne savez pas. Non, à chaque jour suffit sa peine. Et moi, j'espère toujours que la raison va revenir. Et des grèves entre ces journées de manifestation, des grèves... alors il y a des appels à la grève, que dit la CGC ? La grève, ça fait partie des moyens pour revendiquer. Nous, on ne fait jamais d'appel à la grève. Enfin, si vous voulez, il y a deux choses entre le préavis qui couvre l'ensemble des sections et l'appel à la grève. Je crois savoir qu'aucune organisation confédérale ne fait un appel confédéral à la grève. Ce sont les sections qui décident. Ce sont les salariés qui sont concernés. Ce sont les personnes qui vont perdre de l'argent. C'est à eux de décider.
par exemple, la CGT et Sudrail qui ont déposé des préavis de grève pour les 7 et 8, je crois, février prochain. Vous vous joignez à cela? Je vais vous répondre pour la RATP, parce que pour le coup, je me suis renseigné. Oui, ma section syndicale CFE-CGC à la RATP et dans l'appel intersyndical. Et dans l'appel intersyndical. Frédéric est à Paris. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour à vous. Bonjour. Vous avez, vous dites, j'ai l'impression qu'il y a une énorme mobilisation de la part des fonctionnaires. Hein, c'est ce que vous dites, Frédéric. Oui, tout à fait. Alors, juste avant, je voudrais vous remercier d'avoir dit ça tout à l'heure, Monsieur Bourdin, concernant les gens qui hurlent mais qui vont pas voter. Merci beaucoup. Ah oui, parce que pour moi, je veux dire, l'une des caractéristiques de la société actuelle, c'est la perte de responsabilité, du sens de la responsabilité. Tout à fait, tout à fait. Oui, j'avais une question pour M. Aumery. J'ai vu, comme tout le monde, les images assez impressionnantes des manifestations. Mais je m'interroge, est-ce que les gens qui manifestent, c'est quand même pas essentiellement les effectifs fournis par la fonction publique tout de même? Qu'est-ce que vous en pensez, M. Aumery? Moi, je vais répondre pour moi. Hein. La CFE-CGC était très présente dans le cortège à Paris. Hein. Il se trouve que j'ai pu décrocher et donc rejoindre mes troupes. Pour le coup, il y avait des gens de la fonction publique, mais il y avait majoritairement des gens du privé, de tous les secteurs économiques, de la banque, de la métallurgie, de la chimie, du commerce, de la restauration collective. Enfin voilà, je vais en oublier, ils vont me le reprocher, mais toutes mes fédérations étaient présentes, des fédérations du privé. Vous savez, nous, notre implantation, elle est très fortement ancrée dans des secteurs du privé. On est bien sûr très présent dans la fonction publique, dans certains secteurs de la fonction publique, mais nous, nos représentants et ceux qui manifestent dans les régions, ce sont des gens qui viennent principalement du privé, oui. Voilà, Frédéric. Merci. Merci beaucoup. Merci Frédéric, merci. Il est 10h49. Est-ce que j'ai le temps de prendre... Non. Je prendrai Mohamed plus tard. Merci François Aumery. Merci Jean-Jacques Bourdin de m'avoir invité. Et nous nous retrouverons. Hein. Vous venez régulièrement au lendemain de ces grandes manifestations et je vous en remercie. Il est 10h49. Vous êtes sur Sud Radio pour suivre l'actualité de près avec nous. À tout de suite.